Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. On est vraiment très très content de voir qu'on a pu mobiliser autant de personnes. On a eu énormément de messages, de mails, ça a été énormément repartagé. Donc on en est vraiment très très contente. Alors il faut savoir que c'est notre première rencontre du cycle de conférences qui va s'appeler Éco-discutons et qui est co-organisé par le collectif Écohabitons. On est un collectif hébergé par l'association des études de développement de l'IEDES. L'IEDES, c'est l'Institut des études de développement de la Sorbonne, Paris 1. Et on va co-organiser cette conférence avec l'association Pachagaya, à qui on va donner la parole plus tard dans notre rencontre. J'attends encore un petit peu peut-être de voir s'il y a d'autres connexions. On commence. Non, tu peux y aller, je pense. Ok. Alors, Moi, ça attends. m'entend pas. Ouais, ça n'a pas l'air de vouloir tourner. Attendez. Je crois qu'il faut que tu appuies en bas à gauche. Ouais, c'est parti. Ok. Alors, nous, on a décidé d'organiser cette rencontre et cette conférence pour pouvoir essayer de comprendre véritablement ce que c'est l'écologie, essayer de revenir à la définition de l'écologie pour notamment comprendre les enjeux de l'écologie. On en parle beaucoup, tout le temps. On sait qu'il faut faire attention à l'écologie. On en parle dans les discours politiques. C'est quelque chose en fait qui est omniprésent aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est véritablement l'écologie? Alors, notre rencontre, on va essayer de la faire la plus participative possible. Ça va être un petit peu compliqué via Zoom, mais on va faire tout ce qu'on peut. Alors, on va déjà commencer par vous poser cette question-là. Qu'est-ce que c'est l'écologie? Ce que je vais vous proposer, c'est que donc, pour les personnes sur Zoom, vous allez noter dans la conversation, vous allez voir, il y a un petit onglet chat en bas, sur la barre qui se trouve en bas. Vous allez donner des mots auxquels vous fait penser l'écologie, pour qu'on comprenne un peu l'imaginaire qui se crée derrière ce terme-là. Pour ceux qui sont sur le Facebook Live, vous pouvez aussi écrire tous les mots qui vous passent par l'esprit, les émotions, une définition. Restez surtout sur des mots, hein, ne faites pas un paragraphe énorme. Voilà, pour qu'on commence en fait à creuser, à voir ce que c'est l'image, l'imaginaire qu'il y a derrière l'écologie. Et c'est Nouma, du coup, qui va lire les mots. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire un petit peu l'intermédiaire entre vous et Colette pour cette première partie de présentation. Donc, on voit déjà qu'il y a pas mal de mots qui arrivent. Je vois équilibre, Occident, le respect de la nature, l'ethnocentrisme, la science de l'environnement, encore l'environnement, inégalité, relation, être vivant, sobriété, étude des liens entre les différentes espèces. Ça te fait beaucoup de choses à retenir, Colette, mais politique. Politique, intéressant. Projet également. Est-ce que sur le Facebook Live, on a eu aussi des mots qui sont apparus? Politisation de l'environnement, bien-être. Je regarde sur le Facebook Live en même temps. Ressources, écosystème. Il y a beaucoup d'écosystèmes. Ouais. Sobriété, durabilité. On parle beaucoup de durabilité. Durabilité. Ok. Écosystème, greenwashing. Greenwashing, intéressant. Greenwashing. Intéressant, Vivre ensemble. ouais. Buen vivir. Vivre ensemble. Ouais. D'autres mots, je vois qu'il y a pas mal de mots qui fuient.
Ouais, ça fuse bien. Synergie, réparation. Mhm. Ok, d'accord. Alors, effectivement, on commence à avoir plein d'idées qui peuvent nous permettre de définir l'écologie. Alors, une définition toute simple, j'ai l'impression que vous êtes déjà pas mal avancé là-dedans. Alors, l'écologie, en fait, le terme d'écologie, il a été proposé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui lui, en fait, va dire que l'écologie, c'est une science qui étudie les rapports entre les organismes et le milieu où ils vivent. Donc, en fait, entre les êtres vivants et leur environnement. Donc, c'est une définition qui est quand même très générale, qui est quand même très large. Il est quand même aussi important de revenir à l'étymologie d'écologie. Donc, écologie, c'est d'abord composé de oikos, qui veut dire la maison, la demeure. C'est en fait notre lieu de vie qu'on pourrait aussi faire correspondre avec notre environnement. Et c'est aussi composé de logos, qui signifie le savoir, la connaissance, mais aussi la parole et le discours. Donc, en fait, l'écologie, qu'est-ce que c'est? Ce serait en fait la connaissance et le savoir de notre environnement. Et en fait, la connaissance, le savoir, donc le discours de cet environnement-là, ça induit aussi l'action qu'on va avoir sur cet environnement, d'où l'idée de relation qu'on va avoir avec l'environnement. Donc nous, pour cette conférence, on va vous proposer une introduction à la notion d'écologie décoloniale. Alors c'est une introduction qui naît un peu de toutes nos réflexions, de notre intérêt personnel, de comprendre en fait qu'est-ce que c'est l'écologie, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions à la crise environnementale et climatique actuelle. On a considéré important de vous expliquer qui on est pour que vous puissiez aussi contextualiser et savoir qui parle. C'est important. Alors, qui sommes-nous? Ecohabitant et Pachagaya. Ecohabitant est représenté par Nouma Kaznaoui et moi-même, Colette Sopena. On est toutes les deux françaises et on est toutes les deux en études de développement, donc en Master 2 à l'Institut des études de développement de la Sorbonne en développement local. Et ensuite, on va avoir l'association Pachagaya qui est née des réflexions de Julia et Manon, qui sont aussi toutes deux françaises et qui sont aujourd'hui jeunes actives. Jeunes actives. Alors en fait, il faut bien comprendre que nous, cette conférence aussi, on l'a fait parce qu'on est préoccupé par l'urgence environnementale et qu'on veut véritablement trouver des solutions, comprendre, réfléchir ensemble comment on va faire en fait. Donc, j'ai envie de bien m'attarder sur cette slide pour que vous compreniez bien que l'objet de cette conférence, c'est véritablement établir un échange, qu'on puisse converser ensemble, donc à travers ce webinaire qui se veut participatif, donc au plus participatif que l'on puisse en raison des restrictions sanitaires qu'on connaît aujourd'hui. Vraiment pour nous amener ensemble, voilà, tous des pistes de réflexion pour apprendre ensemble. Vous allez voir qu'on va passer sur plein de notions. Si vous avez envie d'enrichir ces notions à la fin de la présentation, n'hésitez pas. On sera aussi très contente d'apprendre de vous. L'idée, c'est de co-construire cette conférence le plus possible. Attention, on essaye vraiment que ce débat soit le plus respectueux possible, le plus sain possible et le plus constructif possible. Le but n'étant pas de diviser face à cette urgence climatique et environnementale, mais surtout qu'on unifie nos forces dans la richesse de la diversité des discours. J'espère que j'ai été claire là-dessus et on espère vraiment pouvoir réfléchir ensemble. Alors, on arrive dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'écologie décoloniale? On va vous reposer cette question comme on a fait tout à l'heure. Quels sont les mots qui vous arrivent à l'esprit quand on parle d'écologie décoloniale? Quel est l'imaginaire? Quelle serait la représentation? Donnez-nous tous vos mots, qu'on puisse voir un petit peu aussi à quel point vous connaissez l'écologie décoloniale ou pas. Si ça vous est complètement étranger, dites-le aussi.
Colonisation comme origine de la crise écologique. Mhm. La colonisation, l'intersectionnalité, Damel, multinationale, contre le colonialisme vert, plantanocène. On a vraiment des connaisseurs, j'ai l'impression. Construire la véritable histoire, point de vue des pays en développement, contre l'habité colonial, privilège, je vois dans le live Facebook. Mhm. Énergie occidentale, ingérence écologique. Voilà. D'accord, donc on voit déjà qu'effectivement, il y a des connaisseurs. Alors, ça va être super intéressant parce vous allez pouvoir aussi apporter énormément à cette conférence. Alors, l'écologie décoloniale, on va essayer de revoir, de vous donner une définition rapide. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le rapport occidental à la nature et comment ce rapport occidental à la nature s'est construit pour en arriver aujourd'hui au paradigme écologique actuel. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont évoluer en parallèle et qui vont donc donner cette vision de la nature occidentale. Tout d'abord, on peut parler de la religion avec l'avènement des religions monothéistes qui ont en fait alimenté vraiment cette vision anthropocentrée et notamment la pensée chrétienne qui veut que l'homme en fait soit au centre du monde. On va ajouter à ça beaucoup de courants philosophiques donc qui viennent par exemple de la philosophie gréco-romaine et pour en arriver au courant humaniste qui s'est donc scindé en deux branches, mais l'une des deux branches est très connue parce qu'en fait on l'a par exemple étudiée au lycée et elle porte ce fameux débat nature-culture de Rousseau et Voltaire. Et donc pour en arriver vraiment à la construction d'une vision du monde naturaliste pour citer une des ontologies de Philippe Descola. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le naturalisme en tant qu'ontologie de Philippe Descola, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, c'est vraiment introduire le terme de nature dans la vision. Ça veut dire vraiment détacher l'homme de la nature et que la nature ne relève pas de la culture. La culture va différencier l'humain du non-humain et les sociétés aussi humaines entre elles. Donc Philippe Descola parle de continuité des physicalités ou discontinuité des intériorités. Pour faire plus simple, c'est qu'en fait, il va y avoir une parenté physique donc de l'homme avec le reste du monde, c'est-à-dire qu'on est formé des mêmes atomes, des mêmes molécules, donc, on a une physicalité similaire. Par contre, on va avoir une intériorité qui va différer. C'est-à-dire que l'homme se considère le seul être à avoir une âme. Et donc, qu'il n'y a pas eu de continuité intérieure avec tout ce qui nous entoure. Donc, ce qui va permettre vraiment de créer cette dualité, cette dichotomie entre la nature et l'homme. Ensuite à ça, on va rajouter tout le facteur économique avec l'arrivée du capitalisme qui va se renforcer avec la révolution industrielle. Il va y avoir vraiment un besoin de domestiquer la nature pour permettre un développement socio-économique. Il est important aussi de dire qu'à cette époque-là, l'homme répondait aux règles de la nature. Il devait s'y soumettre, il devait s'y plier. Et si il y avait une maladie, par exemple, dans un champ, l'homme n'avait pas de réponse technologique ou en tout cas des réponses qu'on a aujourd'hui. Donc, il devait quand même se plier aux règles de la nature. Ensuite, un autre élément important, c'est la perte du rapport spirituel à la nature. Et ça, notamment avec l'arrivée du scientisme. Donc, le scientisme, c'est une position qui est apparue au cours du 19e siècle, selon laquelle la science expérimentale est la seule source fiable des savoirs du monde. Et ça va donc s'opposer aux révélations religieuses, aux superstitions, aux traditions et aux coutumes.
Et ensuite, pour citer Max Weber, il va y avoir un véritable désenchantement du monde avec un nouvel esprit capitaliste. Donc, je rappelle que l'esprit capitaliste vient de l'éthique protestante et que du coup, pour avoir la grâce de Dieu, il fallait travailler, travailler, travailler. Sauf que là, en fait, on va perdre cet esprit-là, on va rentrer dans un capitalisme pur et dur qui va perdre, se perdre en fait de toute spiritualité. Et donc aujourd'hui, la vision occidentale est empreinte de ces deux paradigmes. Le premier paradigme du progrès, avec toutes les avancées techniques, technologiques, un développement linéaire, évolutionniste, moderniste. Et donc en fait, on va assister à un véritable tournant après la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 Glorieuses, où là, l'homme, avec le progrès technologique, va dominer la nature. Et pour citer un exemple tout simple, on ne suit plus le cycle des saisons et par exemple, on peut très bien cultiver des tomates en hiver. Donc, ça remontre vraiment une domination de la nature, de l'homme sur la nature. Et enfin, aujourd'hui, à partir des années 2000, on arrive à ce deuxième paradigme, donc on a appelé paradigme du développement durable. On va arriver vraiment à l'institutionnalisation de l'écologie. Donc, ça va devenir une écologie beaucoup plus politisée, économique, voire sociale. Et pour justifier et illustrer tout cela, je vais m'appuyer sur la définition de Mohamed Taleb, qui, dans son ouvrage L'écologie vue des Suds, apparu en 2014, nous dit « Disons-le dès maintenant, le développement durable est l'une des formes de l'écologie occidentale. L'environnement réduit à un ensemble de ressources matérielles, la gestion environnementale, la croissance verte sont les seuls outils que ce développement se donne. Son approche est clairement technocratique, technoscientifique, économiciste. Elle occulte la profondeur historique de la crise écologique, en même temps qu'elle réprime toutes écologies dissidentes. » Et là, maintenant, je vais vous attirer l'attention sur cette dernière phrase. Elle occulte la profondeur historique de la crise écologique et en même temps qu'elle réprime toutes les écologies dissidentes. Et si on se rappelle la définition qu'on a donnée tout à l'heure, l'écologie, c'est les savoirs et les connaissances des maisons, mais en fait, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs savoirs. Et c'est justement là, en fait, où on se rend compte qu'aujourd'hui, la manière dont on voit l'écologie et la manière dont on va utiliser l'écologie, c'est sous le prisme de la vision occidentale qui est aujourd'hui dominante. Et en fait, donc pour pouvoir introduire vraiment la notion d'écologie décoloniale, il faut vraiment comprendre ce point clé qui est le rapport de domination. Alors, attention, dans le discours que je tiens, je ne suis pas en train de dire que la vision occidentale est mauvaise et complètement condamnable, d'accord ? Puisqu'en fait, je ne suis pas en train de condamner la religion, je ne suis pas en train de condamner la culture, ni la philosophie, puisqu'au final, ça nous a quand même emmené aujourd'hui à des choses qu'il faut pouvoir valoriser, des avancées médicales, des avancées scientifiques, des avancées aussi au niveau des droits humains, qui ne sont pas négligeables. Or, ce qu'on va vraiment vouloir condamner là aujourd'hui, c'est le discours hégémonique occidental et du coup la domination de cette vision de la nature sur tous les autres discours qu'il peut exister aujourd'hui et le fait que ces discours aujourd'hui sont trop peu représentés, voire exclus sur la scène internationale. Donc en fait, nous, ce que l'on recherche et ce que l'on veut, c'est pouvoir promouvoir cette diversité des discours pour en fait essayer d'en chercher une diversité de solutions à partir de cette diversité de discours. Et c'est là en fait qu'on en arrive à la notion de colonisation. Donc pour reprendre la définition de la colonisation c'est l'exploitation des ressources naturelles et humaines d'une puissance sur un territoire étranger. Et c'est là en fait qu'on résonne et qu'on peut faire un rapprochement entre la colonisation et la vision occidentale de la nature. C'est que la colonisation exploite les ressources naturelles, domination de l'homme sur quelqu'un, sur la nature, et la vision occidentale, domination de l'homme aussi sur la nature. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que notre système mondialisé, il va être de 1, empreint de cette vision dominante, mais de 2, il va pousser à l'adoption de cette vision dominante. Et aujourd'hui, on le voit par exemple dans le monde du développement,
On va vraiment rechercher la course au profit, la course à la croissance, une exploitation des ressources naturelles. Donc, les pays eux-mêmes vont chercher à rentrer dans cette compétition-là. Mais il va y avoir aussi le jeu des anciennes puissances coloniales, donc comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, qui vont continuer malgré tout, à travers ce commerce international, à venir exploiter les ressources des pays comme des continents comme l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie. Mais aussi, on va revoir rentrer en jeu des puissances émergentes. Donc avant, il y avait les États-Unis qu'on peut considérer comme puissance émergente. Puis aujourd'hui, ce n'est pas négligeable de parler de l'impact de la Chine, notamment en Afrique, qui va continuer en fait cette dynamique d'exploitation des terres dans les pays en fait qui sont dominés, dans les pays où il y a des pays à bas coût en fait. Et donc, c'est pourquoi on va parler de donc de cette nouvelle forme d'exploitation et qu'on va parler de néocolonialisme au sens de l'écologie. Donc, pour résumer tout ça et pour pouvoir donc, vous introduire bien la notion d'écologie décoloniale, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de décoloniser l'écologie? Eh bien, ça va nous permettre de rompre avec ces doubles dominations. Premièrement, cette domination de l'homme sur la nature. Deuxièmement, cette domination de la vision occidentale de la nature dans le monde. Et là, je vais passer la parole à Nouma Kaznaoui, qui fait partie du collectif Écohabitons et qui va vous expliquer en quoi toute cette réflexion qu'on a eue ensemble et qu'on a voulu vous partager aujourd'hui, ça nous amène aujourd'hui à essayer de répondre à cette question: pourquoi est-ce que c'est nécessaire de décoloniser l'écologie? Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors déjà, par rapport à tout ce qui a été dit, n'hésitez pas à vous exprimer s'il y a des questions dans le lien Zoom ou sur le live Facebook. Moi, je vais essayer de vous présenter le collectif Écohabitons qui essaye justement d'agir par rapport à tout ce qui a été dit auparavant. Donc, attendez, je vais d'abord vérifier que tout le monde m'entende bien. Normalement, ça devrait être bon. Donc, le collectif Écohabitants, c'est un collectif qui est né à l'IEDES, qu'on a présenté un petit peu avant, à partir de discussions qui ont porté justement sur ces débats-là. Et en fait, la particularité de l'IEDES, c'est qu'en plus d'apprendre en fait toute l'histoire du monde moderne, de l'époque coloniale à nos jours, on vient aussi comprendre les dynamiques actuelles de la mondialisation au prisme des rapports de force mondiaux. Donc, l'ambition, en fait, c'est vraiment d'analyser et de critiquer les nouvelles pratiques du développement socio-économique qui, pour beaucoup, recyclent de vieilles idées. Donc, à côté de tout cet apport théorique, on peut également concrétiser des projets grâce à l'AED, qui est l'Association d'études et développement, qui peut nous permettre de porter des projets et qui porte notamment le collectif Écohabitons. Donc, pour revenir un peu plus précisément sur le projet d'Écohabitons, l'idée initiale, c'était de partir à l'étranger pour documenter les visions de la nature et de l'écologie. De par nos parcours respectifs, que ce soit en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient ou en Afrique, on sentait en fait que les discours sur l'écologie en France, voire même en Occident de manière générale, étaient empreints d'une vision qui était socio-culturellement construite. Et on avait envie de déconstruire cette vision-là. C'est pour ça qu'on a commencé à rejoindre nos idées, nos lectures, en empruntant certains concepts aussi bien à Malcolm Ferdinand, avec l'écologie décoloniale, que Vandana Shiva, qui parle également de l'impact de la mondialisation sur l'agriculture vivrière. On a également parcouru les écrits de Mohamed Taleb sur l'écologie vue du Sud. Et tout ça, ça nous a poussé à entreprendre une web-série documentaire qu'on a divisée en plusieurs terrains pour promouvoir et unifier la diversité des discours écologiques, avec comme point de vue commun une volonté de co-construction et de mise en réseau des partenaires locaux. Donc, vraiment, le but, c'était de donner la parole aux populations locales sur cette vision-là de la nature. Par exemple, avec Colette, plus spécifiquement, on a concrétisé cette idée autour de la question de la gestion de l'eau au Maroc, avec la vision traditionnelle de Amazigh, berbère,
de la gestion de l'eau. Mais il y a également d'autres projets qui ont été montés, notamment au Brésil, sur les luttes indigènes et particulièrement de genre, le projet Joamon au Bénin, au Rwanda ou encore en Inde. Donc, on essaie vraiment de promouvoir le plus de diversité possible grâce aux outils de l'audiovisuel, notamment par la réalisation de documentaires et de podcasts. Et donc, tout récemment, on a décidé d'étendre encore plus notre réseau à travers les conférences. Donc, c'est la première, mais on espère que ça va continuer. Je peux passer la slide, Colette. Donc voilà, on a bien vu qu'est-ce que c'était l'écologie décoloniale, pourquoi on y faisait appel, et je pense que maintenant, ça peut être bien de se demander comment décoloniser l'écologie. Donc pour ça, on a décidé de vous faire participer un petit peu à l'aide d'un petit quiz qu'on a réalisé à l'aide de Pachagaya. Donc on va vous envoyer un petit lien du Google Form pour qu'on comprenne un petit peu ensemble quel enjeu il y avait derrière l'écologie décoloniale et comment ça s'appliquait directement sur notre territoire. Alors, normalement, vous allez devoir recevoir un Google Form. Je vais essayer de le transmettre également sur le Facebook. Et donc, effectivement, comme Nouma disait, là, tout l'enjeu de notre conférence aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on va faire pour décoloniser l'écologie. On va, à travers le quiz qu'on va vous envoyer, essayer de définir deux notions qui sont importantes, le racisme environnemental et le préjudice écologique, qui ensuite vont être définis par la présentation de Pachagaya. Est-ce que vous avez bien reçu le lien? Alors, je vais essayer de mettre le lien en commentaire des commentaires du live. Sachant qu'il y a beaucoup de commentaires, alors j'espère que ça ne va pas passer. Nouma, j'ai déjà mis le lien OK. D'accord. en Dites-nous si commentaire. vous arrivez bien à vous connecter sur le lien, si ça marche bien, si ça se passe bien. Ah non, en fait, il y a un problème, je peux pas commenter. Enfin, je peux plus commenter. Élise? Sinon, je Il y vais a faire un avec mon profil. problème Ouais, c'est avec. moi. Il y a un problème technique avec la page des cohabitants, mais du coup, je vais poster avec mon profil. Je m'occupe de ça. Est-ce qu'en tout cas, vous avez bien reçu le lien, ceux qui sont sur le Zoom? Ça a l'air d'être bon. On a un oui. Ouais. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop compliqué. Si vous vous trompez, c'est pas trop grave. On est là pour apprendre. Et n'hésitez pas à poser des questions également. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou sur lesquelles vous vouliez plus de précision, on est là pour y répondre aussi. Okay.
Ça y est, on commence à avoir quelques réponses du coup sur le questionnaire. Je pense qu'on peut encore laisser quelques minutes aux gens pour répondre. Est-ce que ça a été réglé le lien sur la conversation du live? Apparemment, c'est bloqué, mais on va essayer de le mettre en publication. Ouais. Donc en publication sur la page d'Ecohabitons, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc regardez sur la page d'Ecohabitons. N'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire que vous avez bien pu avoir accès au lien lorsqu'il sera mis sur la page. C'est bon, normalement, là, je viens de le publier. Super, merci. Super. Les joies des Zooms. En tout cas, il n'y a pas de pression, c'est pas noté, c'est pas un exercice. Ouais. Donc, c'est pas très compliqué. et puis, c'est pas très compliqué. Ce qu'on voit que vous avez l'air de déjà pas mal connaître, donc ça ne devrait pas être trop dur. Dès que ceux qui ont terminé peuvent nous envoyer un message pour qu'on puisse savoir à quel rythme vous avancez. En vrai, sur le Zoom, même si vous voulez mettre vos caméras aussi, qu'on voit un peu vos têtes, parce que comme ça, c'est plus humain, on se rencontre aussi un petit peu, ce serait cool. Du coup, pour le questionnaire, on reçoit pas mal de messages pour nous remercier et voilà, des félicitations concernant le sujet, les présentations, les présentatrices. Voilà, beaucoup d'amour dans ces petits messages, c'est super cool. Ah, c'est très gentil, merci. Alors, il y a des personnes qui disent l'animateur interdit la vidéo Ouais. pour mettre... Je vais regarder ce que je peux faire pour régler ça. Ah, voilà, on commence à avoir des visages, c'est cool. Ça a marché? Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Super. Et oui, j'en profite pour vous dire, si vous souhaitez être recontacté, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à laisser vos mails en message privé à Ecohabiton ou à Pachagaya pour qu'on puisse vous recontacter. Voilà. Et même discuter aussi d'une prochaine conférence, des thèmes de la prochaine conférence. Ok, on approche des centaines de réponses. Je ne sais pas combien il y a de personnes sur le live Facebook, mais je pense qu'on peut continuer si ça vous va. Ouais. De toute façon, on va recevoir toutes les réponses après à la fin et puis on montrera les réponses à la toute fin. Donc peut-être que ça va s'envoyer petit à petit après. Ça marche. À vous, Pachagaya. Super. Du coup, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux et si nombreuses voilà, sur le live. Du coup, là, on rentre dans la partie dure du sujet. Donc, ne lâchez rien, ça va bien se passer. On va essayer de garder le moral parce que là, on va parler un petit peu de choses qui ne sont pas forcément très, très joyeuses. Mais voilà, vous vous inquiétez pas. Donc, pour me présenter brièvement, moi, je m'appelle Julia. Donc, je suis coprésidente et cofondatrice de l'association. Donc, j'ai fondé avec Manon, donc, qui est quelque part là, tapis dans l'ombre, dans un petit coin.
Juste avant de commencer, voilà, je tiens vraiment à féliciter, à remercier Colette et Nouma et puis tous les autres bénévoles des Cohabitants pour le travail, la présentation et puis aussi de nous avoir contactés pour mettre en place cette conférence. Voilà, ce sont des sujets très intéressants, très lourds aussi. Et c'est super qu'on puisse en parler ensemble malgré le contexte actuel qui ravive un petit peu voilà, toutes ces problématiques. Donc moi, à mon niveau, je voulais aussi remercier voilà, toutes et tous les bénévoles de l'association Pachagaya qui font un travail incroyable chaque jour. On est tous bénévoles dans cet asso. On a à peu près voilà, tous une trentaine d'années. On va vous montrer des visages après. Et puis, on est tous forcément impliqués et touchés par voilà, la cause environnementale et tous les petits sujets autour. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va on va vous présenter l'asso. On va faire le lien avec ce qui a été dit avant par Colette et Nouma. Et puis, on va essayer de répondre aux questions qui vous ont été posées dans le quiz. Nous, on n'a pas forcément les réponses. Hein, voilà. En tout cas, on essaie d'amener des pistes de réflexion. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires Facebook, sur Zoom. Et on essaiera d'y répondre à la fin s'il nous reste un peu de temps. Normalement, ça devrait aller. On m'a dit qu'on respectait le timing pour l'instant. Du coup, Coco, je veux bien que tu changes de slide, s'il te plaît. Ok, donc voilà, là, juste pour vous présenter ce qui va se passer, on va vous parler du projet, des définitions sur lesquelles on se base, en fait. Donc, je voyais une personne tout à l'heure qui demandait quand est-ce qu'on parlait de racisme environnemental. C'est bientôt. On va vous parler de l'outil qu'on souhaite et qu'on met en place pour parler de tout ça, de notre démarche, de notre équipe aussi. Puisque ce sont avant tout des humains qui font ça, et puis de nos actions. Donc, la première partie, voilà, le projet, le contexte, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, comme vous le savez, et comme on vient de le voir grâce au travail de Colette et Nouma, il y a énormément de travaux, de recherches, de notions environnementales, sur l'écologie, qui existe depuis pas mal d'années. D'ailleurs, voilà, on en trouve partout, sur Internet, dans les bibliothèques, à l'université. Il y a énormément de formations, d'informations. Et on se noie un petit peu dans tout ça. Il y a énormément aussi de courants de pensée et de mouvements qui se sont créés, comme l'a dit Colette. Et voilà, on est face à une urgence climatique, une urgence environnementale. Des gens qui ne sont pas forcément bien informés ou qui ne se sentent pas forcément concernés. Et donc, d'un côté, on a l'urgence et de l'autre côté, on peut avoir l'inaction aussi de certains individus. On n'est pas ici pour blâmer qui que ce soit, on est juste ici pour parler voilà, de faits. Donc, nous, notre constat à Pachagaya, c'est ça, c'est de voir l'urgence, de constater un petit peu l'inaction parfois et de se dire comment on fait et comment on peut réagir face à ça. Donc, avec Manon, on s'est posé la question voilà, de savoir si on devait rejoindre en fait, une association, laquelle rejoindre aussi et pourquoi. Et finalement, on est un petit peu tombé face voilà, à des choses qui ne nous correspondaient pas trop dans nos valeurs, dans notre façon de penser. Et Colette, je veux bien que tu changes de slide, s'il te plaît. Et en fait, on a décidé de créer notre projet. Et je veux bien que tu changes de slide aussi, parce que c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc, on a décidé de se lancer, Manon et moi, en avril 2020, donc au premier Confifi saison 1. On a décidé de lancer l'association, donc suite à une petite étude de marché, de savoir où est-ce qu'on en est sur ces deux axes de préjudice écologique, de racisme environnemental qu'on va vous présenter juste après. Voilà, quelle est la perception de ces notions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà, on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le terrain en termes d'association et on s'est rendu compte d'une chose, c'est la fracture. Pour reprendre, j'ai vu aussi le nom
de notre cher Monsieur Ferdinand dans les commentaires, la fracture en fait qui est là et surtout le manque de lien ou le manque d'union entre protection de l'environnement et protection en fait de l'être humain. Et nous, c'est ce qui nous a en fait le plus alerté, le plus alarmé. Et voilà, en fait, juste pour la petite histoire, rien que le nom Pachagaya, si vous y connaissez un petit peu en mythologie, donc la Gaïa en mythologie grecque et la Pachamama dans la mythologie inca, on a vraiment voulu faire le lien entre deux mondes qui ne se connaissent pas, entre deux notions qui sont en fait complémentaires, et on a créé Pachagaya. Et donc nous, ce qu'on veut faire également, c'est du lien entre la protection de l'environnement et la protection des êtres humains, qui aujourd'hui en fait n'est pas faite, et on se focus la plupart du temps sur la protection en fait de l'environnement en oubliant un petit peu cet aspect social et en privilégiant cet aspect un peu plus environnemental. Voilà, donc ça c'était pour vous dire un petit peu, pour vous contextualiser un petit peu le constat qu'on a fait et du pourquoi en fait on a créé le projet. Donc je veux bien que tu changes de slide, Colette, s'il te plaît. Voilà, donc nos objectifs suite à la création de ce projet associatif, dans un premier temps, c'est voilà, on est face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Donc c'est créer en fait un outil, une cartographie interactive pour reprendre et présenter l'intégralité des préjudices écologiques qui peuvent avoir lieu sur le territoire français. Le territoire français, rappelons-le, c'est la France hexagonale, mais également la France, les Outre-mer, les îles, qu'on oublie parfois, et les préjudices écologiques ne se passent pas uniquement en Île-de-France, ils se passent partout dans le monde, et nous, en fait, on se focus vraiment sur le territoire français. Donc, voilà, créer cet outil qui va nous permettre vraiment de recenser et d'analyser les préjudices écologiques, d'accord, et de diffuser le concept de racisme environnemental, dont on va parler après, puisque déjà, je pense que vous le savez, en France, on bégaye un petit peu avec le mot racisme, mais avec le mot racisme environnemental, on est complètement à la rue. Donc, vraiment parler de ce concept, dire qu'est-ce que c'est, dans quel cadre en fait il a lieu, qui est-ce qu'il touche, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième objectif. D'unir aussi les communautés, les mouvements, les collectifs, les associations, les personnes qui travaillent déjà en fait sur l'écologie, l'environnement, et d'arrêter de se faire un petit peu cette guéguerre quand on part entre les grosses ONG, les grosses assos, puisque forcément, forcément on le voit entre certaines assos, il y a des jeux de pouvoir, il y a des problématiques au niveau de l'ego, des projets mis en place, etc. On n'est pas ici pour en parler, on est là pour parler d'environnement et aussi de parler d'union. Et du coup, là-dessus, on se rejoint vraiment sur les objectifs avec Pachagaya et Cohabitons. On va dans la même direction. Ensuite, c'est de sensibiliser en fait les populations par rapport à ces problématiques. Donc, toujours diffuser les concepts de préjudice écologique et de racisme environnemental. Et enfin, c'est de s'appuyer en fait localement sur les personnes qui sont déjà victimes, les personnes qui sont donc touchées par les préjudices écologiques et le racisme environnemental, et surtout qu'elles puissent nous faire remonter en fait leurs témoignages, leur vécu, leurs informations, pour qu'on puisse ensuite avancer dans la reconnaissance des préjudices écologiques et du racisme environnemental, des écocides, et alimenter en fait les plaidoiries ou les recours en justice quand on peut en faire. Voilà. Et puis, bien sûr, meilleure compréhension des impacts de nos modes de vie sur, sur la santé, mais sur aussi pas mal de domaines qu'on verra ensuite. Donc, voilà, je veux bien que tu changes de slide. Voilà, donc là, rapidement, on va définir en fait les deux notions sur lesquelles on travaille beaucoup et on fait du lien. Donc, la première notion, c'est le préjudice écologique. Colette, je veux bien que tu tournes, s'il te plaît. Donc là, ne paniquez pas, c'est une définition juridique qu'on essaie de rendre sexy, mais on est obligé de s'appuyer sur un moment donné des choses tangibles. Donc, le préjudice écologique, on le divise en fait en différentes catégories, en 6 catégories qui sont l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore et les êtres humains, puisque en fait les atteintes peuvent être à l'environnement, mais peuvent être également à la santé, peuvent se porter également sur la santé humaine. Voilà. Donc, un préjudice écologique, il peut être pur, mais il peut également être dérivé. On va avoir des cas ensuite de préjudices qui, en fait, ont lieu à un instant T, mais qui peuvent également avoir des répercussions dans le temps
Je pense que voilà, tout le monde a vu les naufrages de certains bateaux avec l'écoulement de carburant, les explosions d'usines. Voilà, toutes ces choses, elles ont lieu à une date, à un instant, mais en fait, elles vont avoir des répercussions dans le temps, voilà, sur la faune, sur la flore, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la santé des êtres humains. Et donc, du coup, en fait, elles vont durer pendant des années, des années, des années. Donc, juste, voilà, je vous laisse lire rapidement. Mais un préjudice, voilà, c'est une atteinte, c'est une contamination, c'est une pollution de l'environnement. Ça peut être causé, voilà, comme je vous ai dit, juste au sol, juste à la faune, à la flore, mais aussi à l'homme. Et dans les préjudices écologiques dérivés, le racisme environnemental rentre tout à fait dedans. Les atteintes, en fait, on pense notamment à tout ce qui est voilà, atteinte aux peuples autochtones, aux communautés, aux minorités. Je veux bien que tu ailles juste avant sur la slide d'avant, Colette. Excuse-moi. Voilà, en fait, on peut également, un préjudice écologique peut également porter atteinte à leur lieu de vie, leur lieu de culte et leur maison, quand, par exemple, on a des peuples autochtones qui vivent en forêt. On pense à l'Amazonie, on pense en Australie, mais également à d'autres continents comme l'Afrique et l'Asie. Voilà, donc là, c'est bon, je te laisse passer à la définition du racisme environnemental. Donc, le racisme environnemental, là, on a pris une définition qui est... Attendez, je vais vous dire exactement, parce que j'ai oublié de me le noter. Ah mince, c'est pas là, c'est là. Voilà, donc cette définition, c'est la définition de la Fondation canadienne des relations raciales. Pourquoi cette définition vient de la Fondation canadienne? Parce que le Canada est un pionnier, on va dire, enfin un pionnier, et on va dire un pays qui s'est beaucoup posé ce genre de questions, puisqu'ils ont énormément de problématiques vis-à-vis de ça. Et donc, cette notion de racisme environnemental existe déjà chez eux, existe également aux États-Unis depuis les années 80, et peine à arriver en France, et peine à être reconnue en France. Donc, aujourd'hui, on prend cette définition canadienne de la Fondation canadienne des relations raciales parce qu'en France, à part Malcolm Ferdinand et quelques autres acteurs qu'on va voir après, on n'a pas de définition sur laquelle on peut s'appuyer et je ne me trouve pas assez légitime pour pouvoir pondre une définition moi-même, ni même les membres de l'association Pachagaya. Donc, on s'appuie en fait sur des travaux et des recherches qui ont déjà eu lieu et qui ont lieu ailleurs dans le monde pour pouvoir en fait élaborer nos concepts et les adapter aussi aux problématiques françaises, puisque même si les conséquences, les impacts sont les mêmes partout dans le monde, on a des contextes sociaux, culturels, religieux, comme en fait on en a parlé tout à l'heure, qui sont différents d'un pays à l'autre et donc du coup qu'on doit adapter. Donc voilà, juste pour vous lire cette définition du racisme environnemental, c'est toute politique, pratique ou directive liée à l'environnement qui touche différemment ou défavorise intentionnellement ou non des individus, des groupes ou des communautés majoritairement issus de minorités ou de classes socio-économiques défavorisées. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez d'autres définitions à apporter dans les chats, à les mettre. Nous, on s'appuie là-dessus, mais si voilà, vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc tu peux... Il y a une question dans le Facebook de Zo Bernard Baldeux qui aimerait savoir comment on peut diffuser le concept de racisme environnemental. Ouais, du coup, merci Élise. Je vais répondre à cette question un peu plus tard dans la présentation. Okay. Voilà, donc là, juste pour vous citer deux cas concrets, on va dire, voilà, qui sont hyper connus de racisme environnemental. On a le chlordécone, du coup, aux Antilles. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une contamination via en fait l'utilisation de pesticides dans les bananeraies. Donc contamination du sol, donc de la faune, de la flore et de l'être humain, puisqu'il y a eu de nombreux cas de cancer et d'autres maladies. Voilà, donc, et le chlordécone qui a contaminé du coup pendant plusieurs en fait, dizaines d'années, à la fois les personnes et l'environnement. Et donc aujourd'hui, c'est un gros cas de préjudice écologique, mais aussi de racisme environnemental. Et le deuxième cas qu'on a à vous proposer, c'est
D'ailleurs, Malcolm Ferdinand qui travaille sur le cas du chlordécone. Et le deuxième cas, c'est donc les populations de Roms en France, donc le traitement qu'on inflige à ces populations. Et donc, on a un juriste qui s'appelle William Hacker, qui travaille énormément sur ces problématiques. Sur cette problématique, je crois que vous pouvez retrouver voilà, des informations de lui sur les réseaux sociaux et également sur Internet, puisqu'il défend en fait ces populations et il participe en fait à la diffusion du traitement qu'on leur réserve. Normalement, dans les chats, on doit vous diffuser. Il y a une personne géniale qui envoie les liens des documentaires qu'on a là, mais vous pouvez également les retrouver sur Internet sans problème. Voilà, Colette, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Bien sûr, il y a d'autres cas de racisme environnemental. Hein. Ce n'est pas du tout les deux seuls. On a juste voulu vous parler de 2 cas voilà, qui sont vraiment médiatisés, mais il y en a énormément. Voilà, donc là, on va vous parler de l'outil. Donc, comment on fait justement, là, je réponds à la question un petit peu. Comment on fait pour diffuser en fait ces principes, que ce soit sur le préjudice écologique, mais également sur le racisme environnemental? On va développer et mettre en place des outils. Donc, bien sûr, il y a la communication, mais il y a également les outils. Alors, le racisme environnemental, c'est très dur en fait de le matérialiser ou de faire en sorte en fait de le modéliser via un outil numérique ou via un outil quel qu'il soit. Donc là, l'outil, il va plus nous servir à parler de préjudice écologique, mais il fait également le lien avec le racisme environnemental. Donc, on part du préjudice écologique en fait pour faire le lien avec le racisme environnemental parce que c'est plus facile et c'est surtout plus compréhensible pour les gens pour qu'ils puissent en fait l'intégrer. Ah oui, en fait, oui, c'est vrai. Donc, je veux bien que tu passes la slide, Colette. Merci. Voilà. Donc, du coup, nous, comment ça se passe? On prend en fait, si vous voulez, tout bêtement, un fichier Excel pour recueillir l'intégralité de nos préjudices écologiques. Donc, je pense que vous vous doutez qu'on a une certaine base de données assez épaisse, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, on prend en fait une base de données tout simplement pour faire, répertorier les préjudices, faire nos recherches, pouvoir en fait les enregistrer, donc la date, le type de préjudice, comme je vous ai dit avec la catégorie tout à l'heure, quand est-ce qu'il a eu lieu, où est-ce qu'il a eu lieu, quel acteur était impliqué, dans quelle région, dans quelle ville, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était une contamination, est-ce que c'était une pollution, enfin voilà. Donc, l'intégralité de l'historique du préjudice écologique pour l'enregistrer. On l'envoie à notre équipe de super juristes qui nous le valident pour voilà, des raisons un petit peu juridiques et légales. Et on l'intègre dans ce magnifique fichier Excel qui va nous servir, slide suivante Coco s'il te plaît, à l'intégrer dans une cartographie interactive dont je vais vous parler, afin donc de voir visuellement où sont les préjudices sur une carte en France, quel est leur type, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il y a le plus de préjudice. Et donc, ça va nous permettre de revenir en fait à une échelle locale, de voir que, par exemple, en Île-de-France, ça va être les préjudices écologiques liés à l'air, puisque du coup, on a une qualité de l'air merdique à cause de l'utilisation à outrance de véhicules personnels. Je prends une autre région, ça va être plus orienté en fait sur la qualité de l'eau, puisque en fait les nappes phréatiques vont être contaminées, où il va y avoir une gestion de l'eau, ou alors en fait sur une région sur la côte, sur les côtes, où en fait il y a par exemple on met les déchets voilà sur les plages où voilà il n'y a pas de traitement ou de politique de gestion des déchets. Enfin voilà. En fait, ça va nous permettre sur chaque territoire d'analyser qu'est-ce qui se passe, quel est le type de préjudice écologique et qu'est-ce qu'on peut faire aussi par rapport à ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, les informations relatives aux préjudices, on les renseigne. On travaille également, on est en train de négocier avec un prestataire qui s'appelle Cart-ONG. Donc Cart-ONG qui est une ONG qui fait des cartographies pour les ONG. Et donc, on est en train de voir avec eux, en fait, pour essayer de matérialiser cette cartographie au mieux. C'est-à-dire que nous, on a notre base de données et eux, comment ils peuvent, en fait, nous matérialiser ça et nous pondre un outil qui va pouvoir être utilisé et utilisable pour voilà, continuer à faire nos recherches. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer, après, on a fait un proof of concept sur l'île de la Réunion.
parce que l'île de la Réunion est un territoire où il est facile, entre guillemets, de démontrer la quantité de préjudices écologiques et le lien avec le racisme environnemental, puisque c'est un territoire avec beaucoup de problématiques. Donc, on va vous montrer ça tout à l'heure. Et juste pour terminer, je voudrais préciser que voilà, tout ça, c'est fait par, bien sûr, les bénévoles que je vais vous présenter après, mais on est beaucoup en lien avec les gens sur les territoires, les gens qui habitent, donc les habitants, en fait, pour faire remonter ces préjudices. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'adresser aux personnes qui sont victimes, aux personnes qui sont concernées par ces problématiques pour faire remonter les informations. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, on est essentiellement, on va dire, des animatrices femmes, on va dire, et pas forcément racisées. Il est important pour nous, en fait, de demander, en fait, le témoignage, de faire remonter finalement les problématiques liées voilà, au territoire, aux personnes qui sont directement concernées par ça. Donc, Colette, je veux bien que tu changes de slide. Voilà, donc notre démarche, je te laisse passer aussi. Notre démarche, juste rapidement, puisque je vois qu'il est déjà 19 h. Comment on fait? Donc, comme je vous l'ai dit, on est en contact avec des associations, des collectifs de terrain, des habitants, des mouvements, quels qu'ils soient, pour faire remonter toutes ces informations. On est également en contact avec des personnes de la communauté scientifique et juridique, puisqu'aujourd'hui, en France, on ne peut pas juste accuser quelqu'un de préjudice écologique ou de racisme environnemental. Il faut avoir des preuves. Donc, il y a tout en fait un process au niveau de la récolte de preuves, d'indices et d'études scientifiques et juridiques pour attester et étayer nos propos. On est également en lien avec des acteurs et des actrices qui sont originaires donc de communautés, de minorités, de peuples autochtones en fait sur les territoires pour pouvoir recenser leurs témoignages, voilà, leur vie, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, on met tout ça dans notre petite base de données pour faire notre cartographie, donc pour alimenter notre outil. Donc, comment on fait ça? Comment on va faire ça? Surtout, comment on va communiquer, donc diffuser? Donc là, je réponds, j'essaie en tout cas de répondre à la question de la personne. Non, la slide d'après, ouais, c'était bon, Colette. Merci. Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, on veut, en tout cas, on souhaite, voilà, grâce à un mode de financement qui va le permettre, rendre accessible cette carte à tous et à toutes, qu'elle soit utilisable et que chacun puisse, en fait, à l'échelle voilà, de sa ville, de son territoire, puisse regarder en fait, les problématiques qu'il a et rendre les gens en fait, acteurs de ça, soit en faisant remonter les informations, soit en participant ensuite à des alternatives qui vont pouvoir en fait soit permettre la diminution de racisme environnemental sur le territoire, soit permettre en tout cas la réparation de préjudices écologiques ou la diminution des impacts d'un préjudice écologique. Aujourd'hui, ce serait un petit peu prétentieux de dire que, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, on peut arrêter les préjudices écologiques. En tout cas, ce serait bien, mais voilà, on ne va pas se leurrer. On essaie aussi de mettre en place des campagnes de communication, on est en train d'en préparer, et on fait également donc des RP, relations de presse, avec des acteurs médiatiques pour pouvoir diffuser donc ces concepts. Et donc voilà, donc ça c'est notre communication, et vient le plaidoyer, donc toujours rassembler un maximum de personnes qui sont engagées et qui peuvent en fait alimenter et appuyer notre projet via donc le cursus juridique, puisque c'est bien de recenser les préjudices écologiques, mais quand on a assez de preuves, qu'elles soient scientifiques ou juridiques, le but c'est de mettre en place des recours en justice pour faire du plaidoyer et obtenir réparation pour les préjudices écologiques. Je veux bien que tu changes de slide, s'il te plaît. Voilà, donc là, je vous parle un petit peu des petites mains de l'équipe, des personnes qui composent Pachagaya. Je veux bien que tu changes de slide, Colette, merci. Donc, on est une vingtaine aujourd'hui dans l'association. Donc, voilà, de bénévoles qui sont actives ou étudiants, étudiantes. On a beaucoup de femmes, puisque l'environnement voilà, on concerne et en tout cas intéresse
concerne, mais en tout cas intéresse plus, on va dire, les femmes. Donc, on a 2 personnes qui sont en stage, William et Carla. Donc qui nous appuient, Manon et moi. Juste pour revenir un petit peu sur le parcours de Manon et moi. Manon, elle est juriste en fait, et donc militante, féministe et environnementale. Coucou Manon. Et on a déjà travaillé toutes les deux sur les problématiques liées aux droits des peuples autochtones et droits de l'environnement. Manon a passé un petit moment aussi au Canada, donc connaît bien ces problématiques. Moi, de mon côté, j'ai plus un parcours orienté écologie, développement durable, environnement. J'ai passé un peu de temps en Asie et j'ai bossé également sur du coup, les droits des peuples autochtones et les droits de l'environnement. Et donc, grâce à nos parcours, ça a aussi alimenté notre réflexion et ça nous a permis de créer l'association. Donc voilà, là, je remercie toutes les personnes qui sont à l'écran et celles qui n'y sont pas et qui composent quand même l'association. Les personnes que vous voyez là travaillent donc du coup à l'élaboration du projet via le pôle technique, le pôle investigation et le pôle communication. Donc je leur envoie beaucoup d'amour et de reconnaissance. Je veux bien que tu changes de slide. Merci Colette. Donc, pour parler très vite fait de nos actions et de comment on met tout ça en place, je veux bien que tu changes de slide. Je vais aller un peu plus dans le détail. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de la base de données et de l'outil cartographique avec notre partenariat avec Cart-ONG. Tout ça, ça va se matérialiser juste après sur un site internet qui sera disponible où voilà, on pourra en fait rechercher via la base de données et via la cartographie les préjudices écologiques. Il y aura un certain nombre d'informations également sur le racisme environnemental, sur ce qui se passe en France, sur les cas et surtout sur les avancées des préjudices écologiques qu'on répertorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous prenez l'usine Lubrizol qui a explosé à Rouen. L'usine a explosé, mais aujourd'hui, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que le cas continue, comme pour le chlordécone ou pour l'affaire, en fait, les problématiques de traitement liées aux communautés roms. Voilà, donc tous les jours, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue juridique, il y a des avancées, on va dire, ou des nouvelles affaires voilà, qui arrivent. Et donc, notre ambition, c'est également de documenter ça et de pouvoir diffuser ça et sensibiliser vis-à-vis de ça. Voilà, donc je veux bien que tu changes de slide. Donc voilà, là c'est un petit screen donc de notre cartographie. On utilise l'outil UMAP que vous connaissez peut-être, qui est un outil aujourd'hui gratuit et libre de droit qui permet en fait du coup de géolocaliser des points via Google Earth. Donc c'est on va dire simple. Mais ça ne permet pas, on va dire, une utilisation très, très poussée. En tout cas, c'est ce qu'on a pour l'instant. C'est pour ça qu'on veut en fait mettre un partenariat avec Cart-ONG pour pouvoir vraiment proposer un outil qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, les pictos sur la carte permettent en fait de dire quel est le type de préjudice écologique. Je veux bien que tu fasses du coup slide suivante. Et du coup, là, je vais vous montrer comment ça se passe quand on clique sur un picto. Donc là, j'ai le plus gros cas. Donc, si vous connaissez un petit peu la Réunion, les problématiques qui s'y passent, voilà, la Réunion, à cause en fait des bouchons, de la surutilisation de véhicules, l'île est complètement paralysée au niveau du trafic routier. Et donc, l'ambition, comme vous le voyez sur la carte, là, on est sur la côte au niveau du point, ce serait de construire la route du littoral, donc c'est-à-dire une nouvelle route qui passe sur les flancs d'une côte, de la montagne, et donc de détruire une partie de l'environnement, de prendre sur une partie de l'île en fait des ressources en sable, en terre, pour construire cette route, de détruire une autre partie de l'île pour alimenter en fait la construction de la route du littoral. Et donc là, on est sur un impact de préjudice écologique qui concerne à la fois le sol, la faune, la flore. On ne sait pas encore s'il va y avoir des répercussions au niveau de l'eau et de la santé des êtres humains. Mais voilà, ça, vous voyez, c'est un exemple typique de ce qui peut se passer à La Réunion et de cas de préjudice écologique. Donc,
je vous ai mis la légende également de voilà, l'eau, on le symbolise par une petite goutte d'eau, etc. C'est ce qu'on souhaite faire sur cette cartographie pour la rendre un petit peu plus voilà, visuelle et comprendre rapidement. Donc là, en fait, on n'a que quelques infos parce que UMAP ne nous permet pas de mettre plus d'infos. Mais le but, ce serait d'avoir en fait la catégorie de préjudice écologique, la date, quelques lignes en fait sur le cas de préjudice. Et ensuite, donc là, on a juste écrit en savoir plus, mais ça permet de cliquer sur un lien qui nous redirige en fait vers du coup voilà, en fait, le cas, les preuves, l'historique et qu'est-ce qui se passe au niveau de ce préjudice écologique. Donc là, pour l'instant, c'est ce qu'on a mis en place au niveau de l'île de la Réunion. Et ensuite, on va diffuser ça, mais ça prend beaucoup de temps en termes de recherche, à l'intégralité du territoire français. Donc, je te laisse changer de slide, Colette. Du coup, c'est notre pôle investigation qui se charge de ces recherches et de ces enregistrements de préjudice et qui participe en fait à faire le lien avec le racisme environnemental. Donc, voilà, je remercie toutes les personnes, les enquêteurs et les enquêtrices qui font ce formidable travail. Colette, je te laisse passer 2 slides, s'il te plaît. Et enfin, on a le pôle juridique qui donc valide tous les préjudices écologiques qui peuvent ensuite rentrer sur la cartographie. Et enfin, Colette, je te laisse changer le pôle communication, donc qui prépare toutes nos stratégies de communication, nos supports et notre identité de Pachagaia. Voilà, je te laisse changer de slide. On en parlait tout à l'heure donc de Malcolm Ferdinand et il y a d'autres personnes en fait qui traitent de ces sujets. On vous a mis quelques profils du coup à l'écran. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller chercher en fait leurs ouvrages, leurs travaux parce que c'est très intéressant. On a également Sébastien Maville, du coup, qui est avocat et qui bosse en fait sur ces problématiques en Guyane et dans le sud de la France, notamment à Marseille. Donc, je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. C'est quelqu'un de très intéressant. Et puis Malcolm, j'ai vu que tout le monde connaissait déjà, donc je n'ai pas besoin d'en parler. Je te laisse changer de slide. Et pour les profils un peu plus, on va dire, accessibles et de notre génération, on va dire, je vous invite à vous rendre sur Instagram et à suivre ces magnifiques personnes qui sont en train, en fait, de monter un court-métrage, un reportage sur Décolonisons l'écologie. Donc, ils sont partis aux Antilles pendant quelques semaines. Aller, en fait, interviewer des personnes, regarder qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait. Donc, je vous laisse suivre sur Insta, Facebook, Twitter, Annabelle, Canel et Jérémy. Voilà, je te laisse changer de slide. Voilà, donc juste les cas de racisme environnemental très rapidement. Je reprends ma slide parce que ça, c'est un peu compliqué. Pour pas que je m'embrouille. Donc, on en a beaucoup. On vous en a pris vraiment les plus on va dire, médiatisés en France. Donc, je vous ai parlé de Saint-Denis, je vous ai parlé du chlordécone. Vraiment, sur chaque territoire, on peut en trouver. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Alors, c'est sûr que si vous tapez racisme environnemental, vous n'allez pas trouver grand-chose. Mais quand on commence à regarder et à creuser, on se rend compte que voilà, si on peut faire le lien et associer ça à du racisme environnemental. Donc, on le sait, les effets de la crise environnementale, ils sont ressentis différemment en fait en fonction des catégories sociales et des catégories de population. Les classes populaires, en fait, elles sont beaucoup plus touchées par ces effets et cette crise, notamment par exemple juste par rapport aux canicules, par rapport au Covid. On n'a pas les mêmes traitements en fonction d'où on est, d'où on vient. Et donc, voilà, les périodes de froid aussi. Et donc, en fait, ça s'explique par parfois, on va dire, la qualité des logements, la vétusté ou encore l'accès aux soins qui peut être moindre en fonction des territoires ou l'accès à la scolarisation. Par exemple, là, je reprends le cas des populations roms. Et donc, le constat qu'on fait, c'est que les populations qui sont racisées, généralement, en fait, elles sont surreprésentées en fait, dans les emplois qui sont le plus exposés en fait, aux pollutions. Donc, ça peut être aux pollutions de pesticides, à n'importe quel type de pollution.
le nettoyage avec l'utilisation de produits qui ne sont pas du tout bons, pas du tout préconisés pour la santé. Donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, et ce sont des exemples qui sont aujourd'hui voilà, médiatisés. Donc, comme je vous disais, on vous invite à vous renseigner sur les cas qui sont observés en France. Donc, comme je vous ai dit, les camps de Rome, la jungle de Calais aussi, on en avait parlé. Tout ça n'étant évidemment pas le fruit du hasard, que les populations qui sont précaires ou qui sont racisées, qui habitent les zones les plus sinistrées en France, hexagonale et outre-mer, évidemment. Et on peut faire enfin un focus, donc, comme je vous ai dit, sur la Seine-Saint-Denis, qui est une des zones les plus pauvres de France, où habite un grand nombre en fait, de personnes immigrées, de gens du voyage, et qui sont littéralement dans des bidonvilles urbains. Donc oui, on en a aussi en France. Et donc, c'est un des départements qui est le plus touché par la surmortalité, par exemple, lors de la canicule de 2003, lors du Covid aussi, donc cette année, et qui est aussi le plus touché par les pics de pollution dans la région parisienne. Et donc, c'est là où on a le plus de cas en fait, de problèmes respiratoires avec les personnes qui sont fragilisées, donc les personnes âgées et les jeunes enfants, donc de l'asthme, voilà, ce genre de maladie respiratoire qui voilà, est très récurrent en fait, dans cette région. Donc, je vous invite à vous documenter par rapport à ça, c'est très intéressant. Et encore une fois, là, on est tout à fait dans le lien du préjudice écologique et du racisme environnemental. Voilà, donc tu peux passer de slide, Colette, je crois que c'est la fin. Merci à tous de m'avoir écouté. Je crois qu'il y a quelques questions. Donc, je pense qu'on peut y répondre maintenant, peut-être. Vous voulez parler du quiz? Je pense qu'on peut répondre aux questions. Je pense qu'on peut d'abord répondre aux questions. Ouais. Il y a des questions sur le Facebook Live, Noma, tu peux les lire? Alors moi, j'ai accès surtout là aux questions qui sont sur le Zoom. Est-ce que tu veux Notamment... que je reprenne peut-être celles qui sont sur le Zoom du Facebook Live? On va commencer par celle du Zoom et puis Non, ensuite on va reprendre celle du Facebook Live qu'on a notée. Les questions sur le Zoom, c'est les questions du Facebook Live, en fait. C'est moi qui les ai écrites. Ah, bien D'accord. joué. Ok. Merci, Élise. Donc, tout est répertorié. D'accord. Okay. Alors, je les lis. Vous voulez les lire? Moi, je peux les lire, c'est comme vous voulez. Vas-y, tu peux y aller. J'y Ah, vais. ok. Ça marche. Alors, quand vous parlez de préjudice écologique, qu'il soit pur ou dérivé, ce n'est pas reconnu en droit français actuellement. C'est une question ou c'est une affirmation? Des questions sont menées. Alors, si c'est reconnu dans le droit français, en fait, on a une définition sur laquelle on s'appuie. En fait, le tableau que tu as vu, c'est une définition juridique sur laquelle on s'appuie. Après, cette définition, si tu veux, elle est en constante évolution puisqu'elle est alimentée par la jurisprudence actuellement de tous les préjudices qu'il y a. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout figé. Des actions sont menées, alors on essaye. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'associations qui présentent des cas de préjudice écologique, voilà, devant une cour, c'est très compliqué puisque aujourd'hui, il faut des preuves, qu'elles soient scientifiques ou juridiques, pour en fait alimenter le cas du préjudice. Et donc pour ça, il faut soit mener des études d'impact qui coûtent très cher, avoir des personnes donc soit de la communauté scientifique ou de la communauté juridique qui sont formées et qui ont les connaissances et les compétences. Et aujourd'hui, quand tu es une association, à part si tu t'appelles Notre Affaire à tous ou les Amis de la Terre, Sherpa, etc., tu ne peux pas porter de tels dossiers parce que c'est beaucoup trop gros et on peut te dézinguer en 2 secondes. Donc, ouais, il y a des actions qui sont menées, mais voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, tu as aussi beaucoup de détracteurs puisque on n'a pas envie de t'écouter et puis ça dérange. Ça dérange beaucoup d'acteurs économiques, d'acteurs politiques. Donc, voilà, c'est des choses actuellement qui
qui sont compliquées. Donc voilà, je vous invite tous et toutes à rejoindre le monde associatif, à vous engager pour nous aider à mener ces actions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, en tout cas, Elisa, mais n'hésite pas. Question de Corentin. Excuse-moi, Corentin. Voilà. Je passe à la question suivante ou c'est bon? Oui, vas-y, vas-y. Ok, attends, je descends. Ok, ça c'est Man qui a répondu. Ok. Question de Tam ML. Alors, dans le cas du chlordécone, pourquoi ce cas est dû au racisme environnemental et pas une pollution qui touche aussi les populations? Alors, donc en fait, le cas du chlordécone, si tu veux, c'est un cas qui est spécifique aux Antilles. C'est-à-dire que je ne m'y connais pas assez, mais juste des connaissances que j'ai. Si tu veux, c'est une molécule de pesticide qui a été utilisée dans les bananeraies, qui a été interdite en fait d'utilisation en Europe et en France dans les années 93 et qui a continué à être utilisée aux Antilles jusque dans les années 97, je crois. Je suis désolée si au niveau des dates, je ne suis pas bonne, mais je crois que c'est ça. Et donc, en fait, si tu veux, il y a eu une interdiction qui a été promulguée, mais une continuité dans l'utilisation de ce pesticide et uniquement aux Antilles, donc sur des populations racisées et donc en France sur les bananeraies, puisque il fallait continuer à alimenter en fait la production et la livraison de bananes en hexagone. Et forcément, on a continué à utiliser ce pesticide pour éviter en fait les petites bêtes qui se mettent dans les bananes. Excusez-moi mon langage, je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, en fait, on a des parasites. Voilà, merci. On a enlevé, si tu veux, on a utilisé ce pesticide pour éviter les parasites, alors qu'on savait pertinemment qu'il était nocif pour la santé et l'environnement. Et donc ça, si tu veux, c'est un cas de racisme environnemental puisqu'on le savait, mais on a continué à utiliser ce pesticide parce qu'on s'est dit tout simplement, ce sont la France, mais la France ultramarine, et puis ce sont des travailleurs qui sont déjà dans des situations de précarité, donc finalement, est-ce qu'ils vont se révolter, etc. Non. Donc aujourd'hui, c'est un cas, si tu veux, qui est fortement médiatisé, où il y a énormément de familles, d'associations, de collectifs qui se battent pour la reconnaissance et qui demandent en fait une prise en compte de ça et surtout une réparation, puisque en fait, il y a des personnes en fait qui sont mortes à cause de cette molécule. Alors, on a une question de Célia Magakian, je crois ouais. que c'est comme ça, qui nous demande qui vous dit vous n'avez pas beaucoup évoqué le lien entre féminisme et écologie décoloniale. Est-ce un lien que vous avez rencontré, mis en évidence dans vos investigations Pachagaya ou dans vos réflexions Écohabitons? Ouais, je commence à répondre. Ok. Merci pour cette question. Oui, c'est très très pertinent. Alors, nous, on se penche déjà sur deux gros sujets. Nous sommes féministes de toute façon dans l'association, il n'y a pas de problème là-dessus. On se penche déjà sur deux gros axes. Si on s'en rajoute un, ça va commencer à devenir compliqué, sachant qu'on est déjà sur deux gros morceaux. Donc, on sait qu'il y a déjà d'autres personnes qui le font très bien. Donc forcément, nous, ça c'est inclus dans nos valeurs et dans notre démarche. Après, dire que c'est quelque chose qu'on veut diffuser et qu'on veut mettre en place en termes de communication et au niveau de nos outils. Voilà, c'est pas, on le met pas en place. Par contre, voilà, le féminisme, c'est quelque chose qui est intersectionnel. C'est quelque chose qui rentre dans n'importe quel domaine. Et oui, l'écoféminisme, bien sûr, on le soutient et on l'applique. Par contre, voilà, on le met pas forcément en avant dans nos présentations, mais c'est quelque chose qu'on soutient. Voilà, donc en tout cas pour Pachagaya, peut-être je laisse les filles pour Écohabitons en parler. C'est également notre cas aussi chez Écohabitons. On cherche vraiment à promouvoir la diversité des discours masculins comme féminins. Donc, par exemple, dans le cas du projet qu'on a au Brésil, c'est vraiment de donner la parole aux femmes. Je ne sais pas si Colette, si tu veux rajouter des choses. Peut-être si Amaëlle, tu Ouais. veux rajouter des choses. le projet. Peut-être pour plus expliquer en détail ton projet au Brésil, en Amazonie. Mais oui, effectivement, comme on vous a expliqué, nous, c'est vraiment la diversité des discours.
Donc, si c'est un discours qui est porté par les femmes et qu'on considère justement pas promu, et bien dans ces cas-là, on va essayer d'aller s'y intéresser. Et oui, c'est tout à fait l'idée des cohabitants d'aller chercher à le promouvoir et en parler, puisqu'il va apporter, en fait, il va enrichir la définition de l'écologie. Amaël? Oui, alors j'avais pas trop prévu d'intervenir. Mais oui, tout à fait, dans nos documentaires, le volet féminisme, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait développer. Et c'est sûr, en fait, que l'exploitation des terres, enfin, ce qui s'est fait avec, dans les Antilles, ce qui s'est fait partout, ça a été aussi aux dépens des femmes, et il y a beaucoup de preuves sur le sujet. Et c'est aussi quelque chose que la plupart des volets, en fait, des cohabitants aimeraient documenter. Et puis, bah, si c'est vrai que si c'est un sujet intéressant, ça vaudrait le coup sûrement d'en refaire une conférence à part entière. Et par rapport à ton projet au Brésil, Amaël? Oui, bah, le projet au Brésil s'appelle les Amazones, et vraiment l'idée c'était de voir en fait les luttes politiques, en particulier des femmes d'une tribu indigène au Brésil, et voir en fait les luttes qu'elles portent. Souvent ces femmes-là, c'est elles les premières à souffrir en fait de ce qui se passe au Brésil en termes de déforestation, en termes de perte de territoires indigènes, et c'est les premières sur le terrain à lutter et aussi à être tuées. Et donc c'est quelque chose oui, une réalité, il y avait des vrais liens entre les problèmes liés au genre et les problèmes liés à l'écologie et au post-colonialisme. On a une question de Bénédicte qui est très intéressante. Est-ce que le racisme, est-ce que c'est pas plutôt impact social que racisme écologique? Je ne comprends pas bien le concept, je vois plutôt ça en lien avec des inégalités sociales. Je ne sais pas si Patchagaya voudrait intervenir là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de regarder, voilà, au niveau des minorités, des communautés et des peuples autochtones, comme je te l'ai dit. C'est voilà, les premières victimes donc, de la crise climatique et également en fait voilà, des préjudices écologiques et de ce qui se passe en fait de nos modes de vie. Le fait d'être dans une situation de précarité, de ne pas forcément avoir accès aux mêmes soins, enfin voilà, à la même scolarité que les personnes qui sont un peu plus favorisées, c'est déjà en fait un énorme gap pour les personnes, et la charge environnementale vient se rajouter là-dessus. Donc, quand tu vis au fin fond de l'Amazonie ou quand tu vis au fin fond de l'Asie et que tu te prends déjà des moussons ou en fait des événements climatiques qui sont multipliés par 100, et qu'en plus on vient te raser ta forêt, ta forêt qui par ailleurs est ta maison, qui est aussi ton lieu de culte et qui est donc ton frigo, ça commence à, si tu veux, à faire beaucoup en termes de charge. Et donc oui, le fait d'être racisé, le fait d'avoir un autre mode de vie et le fait de vivre dans des ressources qui sont aujourd'hui considérées comme des ressources précieuses, ça rentre complètement dans cette définition. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir par rapport à ça, et si on peut remettre peut-être la définition à l'écran pour ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a des impacts sociaux, il y a des impacts environnementaux, mais ça vient complètement en fait étayer cette notion de racisme environnemental. Si vous avez envie de répondre aussi, de donner votre avis sur les questions qui sont données, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et on peut essayer de vous donner la parole pour que ce soit vraiment interactif. On va essayer de le faire dans la mesure où on peut. Mais voilà, si vraiment vous avez envie de vous exprimer par rapport à un sujet où vous avez la réponse, une réponse peut-être plus pointue, que vous pouvez illustrer de vos expériences, n'hésitez pas. Et je remets la définition de racisme environnemental. Et j'ai une autre question aussi de Roxane Jupin, qui compose la communauté scientifique individu, donc entre parenthèses, individu, institut public. Ouais,
Très bonne question. Alors, la communauté scientifique, c'est, voilà, en fait, c'est bon. Alors déjà, il y a un petit, on va dire, des petits combats là aussi sur la communauté scientifique. On le voit rien qu'avec le Covid, médecins, pas médecins qui croient. Pour l'environnement, c'est pareil, entre les climato-sceptiques, entre les personnes qui sont d'accord, pas d'accord, et celles qui ont surtout envie d'avoir raison. C'est un gros micmac. Donc nous, on s'appuie en fait sur n'importe quel discours, mais que ce soit au niveau de la communauté scientifique, mais également au niveau des préjudices écologiques. Par exemple, sur un territoire, on regarde vraiment en fait le discours de chacun. Pour vous dire, on s'appuie même en fait sur des données de la Fédération des chasseurs de France. Donc, c'est pour vous dire. Mais voilà, en fait, eux aussi ont une cartographie et en fait, voilà, répertorient tout ce qui se passe sur le territoire. Je vous invite à aller sur le site internet aussi s'il y a quelqu'un de PG qui peut mettre le lien dans les chats pour que les gens puissent voir. Donc voilà, en fait, nous, on est ouvert à tous les discours, on s'appuie sur tout, mais notre but, c'est vraiment en fait, de réparer les préjudices quand c'est possible. Donc, pour réparer le préjudice, il nous faut des preuves scientifiques et étayer nos propos d'un point de vue donc, juridique et scientifique. Donc, on va s'appuyer forcément sur des études d'impact avec des personnes qui sont issues de la communauté scientifique. Donc, ça veut dire des chercheurs en fait d'instituts, ça veut dire des personnes qui sont professeurs universitaires, des gens de laboratoire, des entreprises aussi qui peuvent faire en fait financer des études d'impact quand forcément elles ont commis des préjudices écologiques. Donc voilà, en fait, on va s'appuyer sur tous les rapports afin de regrouper toutes les informations et de s'approcher le plus possible de la véracité et en fait de la vérité de l'information. Merci Marion. Donc du coup, si tu veux, quand on dit communauté scientifique, donc forcément déjà pour rechercher le préjudice écologique, on va s'appuyer sur des personnes qui vont un petit peu dans nos sens, hein, forcément, pour vérifier qu'il y a vraiment eu un préjudice écologique à cet endroit-là et qu'il est avéré. Et ensuite, on élargit en regardant vraiment tous les discours et en vérifiant chaque information. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Pour avancer un peu plus rapidement, je vais rassembler des questions ensemble, si ça ne dérange pas. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, non? Sur Pachagaya, il y a 2 questions. Déjà, comment rejoindre Pachagaya et quels sont vos financements? Super, j'adore ce genre de questions. Alors, du coup, quelqu'un de PG va écrire notre adresse dans les chats. Donc, tu peux nous envoyer en fait un petit mot d'amour avec voilà, quelques mots sur toi. Est-ce que, voilà, pourquoi tu es motivé, ton nombre d'heures, on va dire, disponibles par semaine. Et puis peut-être un petit peu un CV pour nous en dire plus sur, on va dire, tes connaissances et tes compétences pour qu'on puisse voilà, te placer dans un pôle et savoir aussi, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait. Est-ce que tu as envie de faire de la recherche? Est-ce que toi, c'est la com? Est-ce que toi, c'est plus les partenariats? Enfin, voilà. Donc voilà, dis-nous un petit peu plus sur toi et puis si tu as envie de nous rejoindre, forcément, comme tu le vois, on a beaucoup de boulot, donc ce sera avec grand plaisir que tu pourras rejoindre la famille et toutes les personnes qui sont déjà bénévoles. Merci beaucoup pour cette superbe question. Et l'autre question, je ne me souviens plus, c'était quoi? C'était les sources de financement. Les sources de financement. Donc nous, on répond déjà à des subventions et des appels à projets. Donc là, comme vous le savez tous, si vous faites également de la recherche de subventions, on a pris un gros coup avec le Covid, c'est-à-dire que les financements se sont un petit peu arrêtés, il y a moins d'argent, ça prend plus de temps. Donc en termes de financement, quand on se lance pendant le confinement, c'est un petit peu dur, mais on ne perd pas espoir, on continue à envoyer nos dossiers de subvention. On met en place également bientôt une page Hello Asso pour pouvoir récupérer des petites donations. Et puis ensuite, on essaie voilà, de faire un petit partenariat avec les personnes en place, avec qui on a déjà en fait des affinités, pour avoir accès plus facilement à des informations et que ça nous coûte moins d'argent. Et si on doit financer par exemple des études d'impact ou des échantillonnages sur le terrain ou voilà, avoir des personnes avec des profils un petit peu plus juridiques, qu'elles nous fassent ça, en fait, qu'elles nous donnent du temps de façon bénévole ou qu'elles fassent du mécénat pour que ça nous coûte moins. Donc, on est aussi en train de construire
cette partie de financement, puisqu'on est dans une période un petit peu voilà, spéciale. Donc forcément, qui dit période spéciale dit nouvelles idées pour pouvoir se financer. Donc c'est à nous aussi de chercher tout ça. On va avoir une autre question aussi de Joanne Clara. Je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce exactement. Avez-vous des références sur le racisme environnemental en lien avec la jungle de Calais? Manon, est-ce que tu as des éléments pour répondre à cette question? Moi, je t'avoue que là, comme ça, pas... Enfin, c'était sur les journaux. On demande même plus de postes avec toute une biblio. Voilà, il y a des gens qui sont avides d'avoir toute la biblio et de pouvoir lire tout ça. On peut peut-être passer du coup à la question de Manon Louvet qui demande que pensez-vous de l'idée de l'ONU de créer des casques verts sur le modèle des casques bleus? Existe-t-il des cas OM? Attendez, c'est parti. L'ingérence écologique peut être justifiée. Des cas peut-être où l'ingérence écologique peut être justifiée. C'est une question très intéressante. Qui suis-je pour y répondre? Mais merci. En fait, là, si tu veux, on parle d'environnement, mais on parle aussi d'éthique, on parle de politique. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Je ne sais pas trop comment répondre à la question et je t'avoue, comme ça, c'est un peu compliqué de répondre pour moi. C'est à réfléchir, quelle serait leur mission? Pourquoi? Quel est le besoin? À quel besoin on répond? Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs... j'ai pas forcément tous les paramètres pour répondre à cette question. Et encore une fois, on est dans un contexte mondialisé qui est très compliqué. Donc, voilà, si on met ça en place, vraiment, à quoi ça va servir? Est-ce qu'on va pouvoir le suivre dans le temps? Enfin, voilà, tu vois, quelle va en être l'analyse? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer, etc. Quels vont être les impacts, les effets? Il y a... Ouais. Allez, réfléchissons à ça peut-être lors d'un prochain éco-discutons. ça peut être une piste. Si quelqu'un là du Zoom par exemple ou même du Facebook Live a une petite idée pour répondre à ça, il est tout à fait libre de s'exprimer. On n'a pas la science infuse, mais s'il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que nous là-dessus, n'hésitez pas à prendre la parole, il n'y a aucun souci. On a Olivier Bahati qui demande, je voudrais savoir si vous n'intervenez pas encore en Afrique, si oui, où et dans quoi précisément? Ça s'adresse directement à Pachagaya. C'était pour PG? Oui. Alors, donc, du coup, peut-être que va falloir me retirer la question, mais j'ai précisé que pour l'instant, on se concentre sur le territoire français, donc hexagonal et ultramarin. On y a déjà pensé avec Manon, puisque le préjudice écologique fait par les politiques, les acteurs économiques, etc. Donc, ces préjudices écologiques sont également présents sur d'autres territoires et la France, du coup, est responsable d'un bon nombre de choses. On aimerait bien, je pense à très long terme, aussi regarder ce qui se passe ailleurs. Pour l'instant, on va se concentrer sur la France parce qu'il y a beaucoup de boulot, mais ce serait une piste de réflexion et de mise en place. Après, voilà, l'Afrique, c'est un énorme territoire avec beaucoup de problématiques, avec aussi un passé lié à la France et ça pourrait être très intéressant. Aujourd'hui, voilà, comme je t'ai dit, on se concentre vraiment sur ce qui se passe en France, mais ouais, à terme, on aimerait bien élargir ça au reste du monde. On a une question de Manon Louvet. Pensez-vous que les tribunaux d'opinion populaire sont un bon moyen alternatif de pallier aux carences des cours de justice internationale? Écoute, oui, ça pourrait être une solution, mais en fait, la démarche qu'on souhaite
qu'on souhaite avoir là, c'est vraiment limiter, réduire le nombre de préjudices écologiques et les impacts du racisme environnemental. Et quand c'est le cas, en fait, demander réparation des préjudices écologiques. Donc, pour demander ces réparations, donc il faut bien sûr tout un dossier juridique et légal, mais il faut aussi surtout demander aux acteurs qui ont commis ce préjudice de réparer, donc via des moyens. Donc ça peut être voilà, des dépollutions, juste de l'argent, réparation aux victimes par rapport, voilà, payer les frais de santé, les soins médicaux. Ça peut être voilà, beaucoup de choses. Le fait qu'il y ait en fait ce type de tribunal avec voilà, ces discussions, ça pourrait permettre en fait la réflexion, ou en tout cas d'analyser en fait voilà, peut-être les montants de dommages et intérêts, ce genre de choses. Mais nous, en tout cas, ce qu'on présente à chaque fois, ce sont des préjudices qui sont avérés, où il n'y a même pas besoin de discuter. Enfin, peut-être que je comprends mal la question, mais c'est-à-dire que le préjudice est avéré. On sait ce qui s'est passé, l'acteur doit être condamné. Maintenant, cette condamnation, comment elle peut rentrer dans le cadre d'une réparation du préjudice? Voilà. Donc, oui, ce genre d'idée peut être bonne, mais alors quelle est la finalité? Et comment ça peut s'appliquer en fait sur le terrain, quotidiennement? Quels acteurs voilà, on pourrait impliquer? Donc, je pense que ça peut être une bonne idée pour les cas de préjudice où on a un doute, ou tu vois, ce genre de choses. Mais au jour le jour, il faudrait que ça aille plus vite. Et ça, on n'en a pas parlé aussi. Mais il faudrait que ça aille plus vite, en fait, tu vois, dans les démarches administratives et juridiques. Arrêter de mettre voilà, 10 ans à statuer, en fait, sur le préjudice, quoi, et engager plus vite des réparations et des dédommagements pour que ensuite, voilà, il y ait moins de préjudices écologiques dérivés, comme on l'a dit, et on passe tout de suite à la dépollution et à la réduction voilà, de préjudices, et proposer des alternatives, en fait. Alors, il est déjà Une autre 19h40. question. Est-ce qu'il y a Ouais, une autre on fait les question? autres questions. Une Il dernière, y a une Ivan qui a dernière posé 2 fois question? la question. Donc, Allez, une elle est dernière rapide. question et puis après, Est-ce que on pourra conclure. Est-ce que d'autres associations écologistes plus environnementalistes partagent vos combats sur le racisme environnemental, où il n'y a pas de lien de solidarité entre les associations et organisations, quoi? Très bonne question. Alors, le racisme environnemental, c'est un concept qui fait peur aujourd'hui. Et voilà, depuis l'année dernière, on va dire que il y a quelques assos et quelques ONG qui commencent en fait à se lancer, à regarder, à repartager timidement. Aujourd'hui, aucune asso, ou en tout cas, je n'en ai pas connaissance, ne se revendique, on va dire, enfin voilà, combattre le racisme environnemental en France, je précise, et souhaite en fait se positionner comme ça. Et comme je disais, en fait, le problème, c'est qu'on parle plus d'environnement, protection de l'environnement, que protection de l'humain. Parce que la protection de l'environnement aujourd'hui, ça fait vendre, hein. J'ai vu un petit mot tout à l'heure, greenwashing, etc. Aujourd'hui, c'est un concept qui fait vendre, hein, la protection de l'environnement. Donc, on l'utilise, mais protection de l'humain, c'est pas encore quelque chose qui est, on va dire, on n'est pas encore sur la vibe, tu vois, de la protection de l'humain, voilà, les minorités, les personnes en situation de précarité, les peuples autochtones, je t'en parle même pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose en fait aujourd'hui qui intéresse, et c'est quelque chose qui fait peur, en fait. Donc, en tout cas, si vous connaissez des associations qui bossent là-dessus et qui seraient prêtes aussi à rechercher des partenaires, ou qui, voilà, il n'y a aucun souci. Nous, on est très ouvertes là-dessus, et on cherche justement en fait ce type de partenaires. Donc, en local, les collectifs, les mouvements, oui, se battent sur ces sujets, mais des gros assos, si on parle de gros assos et d'ONG, non. Ok. Donc, du coup, j'étais en train de dire qu'on avait prévu de consacrer 1h30 à cette première conférence. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'intérêt pour ces questions-là. Donc, pas de panique, c'est notre première conférence. Donc, l'idée, c'est d'en faire plusieurs après, toujours sur le thème d'écologie décoloniale, mais pas que. L'idée, ce serait d'évoluer aussi. Je pense que c'était une première introduction et une première
mince, comment on dit, pour Votre amener avatar. en fait à ouvrir. Enfin, ouh là là, c'est la fin. Hein. Voilà, pour essayer de promouvoir le plus de discours écologiques possible. Donc, pourquoi pas commencer à parler d'écoféminisme. Ce qui sera intéressant, on vous fera passer une petite enquête, ça fait très fort quand même, enquête, un petit sondage, pardon, sur Facebook pour voir en fait vos propositions de prochaines conférences. Nous, on a déjà plein d'idées en tête avec plein de d'intervenants. Donc voilà, on vous fera passer ce petit sondage pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse ou non. On espère que vous avez bien appris, on espère que ça vous a plu. Et, et voilà, je pense que... Merci à tous, en tout cas. Merci à toutes d'avoir été présentes sur le Zoom ou sur le Facebook. Merci pour votre engagement et pour votre implication sur ces sujets. Continuons même et continuez à les diffuser autour de vous. Voilà, on a mis notre adresse mail si les gens souhaitent nous contacter pour plus d'informations, s'il y a d'autres questions. Voilà, on reste disponible. Et puis, si vous voulez vous engager, voilà, on est tout à fait ouvert à recevoir de nouveaux bénévoles. Donc, voilà, continuons voilà, de diffuser ces concepts et de nous battre pour la protection de l'environnement et la protection des droits humains. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, à bientôt, du coup, pour une autre conférence, si je comprends bien. C'est ça, de toute façon, on transmettra toutes les informations via la page Écohabitons. Et puis, voilà, on vous tiendra informés. Et n'hésitez pas à nous renvoyer des messages aussi pour nous donner des idées de pistes de réflexion. Peut-être que certains n'ont pas osé non plus s'exprimer, peut-être devant tout le monde, mais qu'ils ont pensé à un truc, un éclair de génie et qu'ils ont envie de nous partager. Comme ça, on peut continuer, même sans être dans cette conférence, continuer à réfléchir ensemble, à remettre en perspective et à trouver des solutions concrètes, clairement à cette urgence environnementale. Voilà, merci beaucoup. Colette, Nouma et à toute l'équipe d'Écohabitons. Vous êtes au top. Votre présentation était super, le live était super. Donc, merci beaucoup pour votre travail et puis félicitations. Merci. Merci. Je vais essayer d'arrêter le live.